Nous reprenons donc le fil de nos travaux en recevant cet après-midi 3 personnes. Monsieur Laurent Habert, qui est inspecteur principal, chef de la brigade d'intervention interrégionale d'Orléans. Monsieur Olivier André, qui est administrateur des finances publiques et pilote d'accompagnement du changement à la délégation ouest de la DGFiP. Et puis monsieur Patrick Richard, contrôleur des finances publiques à la retraite, mais qu'il ne l'était pas à l'époque qui nous intéresse. Messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de notre commission d'enquête. Comme vous le savez, celle-ci a pour objet de faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'État dans la gestion de l'affaire Cahuzac. Vous étiez tous les trois en fonction au sein de la Direction nationale des enquêtes fiscales à la brigade interrégionale d'intervention de Bordeaux, dite B2I, entre 2000 et 2007. Or, selon les affirmations de M. Michel Gonel, c'est en 2000 qu'il a fait transmettre un signalement à cette brigade concernant les avoirs détenus à l'étranger par Jérôme Cahuzac. Nous avons par ailleurs appris que le dossier fiscal de ces derniers avait été envoyé à Bordeaux en 2001 et y était demeuré à la B2I jusqu'en 2007. Il est important pour nous de mieux comprendre cet épisode et de savoir pourquoi ce signalement n'a débouché sur aucun contrôle de la situation fiscale de M. Jérôme Cahuzac. Avant d'aller plus loin, il me revient de vous préciser que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vous remercie de bien vouloir, successivement à l'appel de votre nom, de vous lever, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Nous allons commencer par M. Laurent Habert. Merci. M. Olivier André. M. Patrick Richard. Merci. Si cela vous convient, je vais vous laisser vous exprimer pendant une dizaine de minutes. Si c'est un quart d'heure, c'est un quart d'heure. Je donnerai ensuite la parole au rapporteur, M. Alain Clette, qui est situé à ma droite, pour un échange de questions et de réponses. Et puis j'inviterai ensuite ceux de nos collègues qui le souhaitent à intervenir pour vous poser les questions qu'ils souhaitent vous poser. Qui commence parmi vous trois? Peut-être dans l'ordre d'ancienneté ou dans l'ordre hiérarchique? Qu'est-ce que vous préférez? Monsieur Richard? Peut-être? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous préférez? Il n'y a pas d'ordre. Vous n'êtes pas mis d'accord sur un ordre entre vous? Bon, eh bien alors, écoutez, on va commencer par Monsieur Richard. Alors, Monsieur Richard, pour parler, vous appuyez bouton rouge, et vous ne parlez que quand c'est rouge. D'accord. Voilà. Donc moi je me bornerai je ne tiendrai pas 10 minutes, voilà, je bornerai à rappeler un petit peu quelles étaient nos missions à la B2I de Bordeaux, et plus particulièrement ceux des enquêteurs dont je faisais partie, et donc du rôle que mon collègue Christian Mangier, aujourd'hui décédé, a joué dans cette affaire. Donc il faut rappeler que notre service n'est pas là pour faire des vérifications de comptabilité, n'est pas là pour faire de l'examen des situations fiscales personnelles des personnes, puisque ce sont d'autres services qui sont appelés à le faire. Pour notre part, nous sommes là pour enrichir la programmation du contrôle fiscal par la recherche de renseignements de sources externes ou internes, c'est-à-dire aussi bien auprès de notre propre administration, auprès d'administrations externes, et effectivement de temps à autre à partir d'informations qui viennent de tierces personnes, extérieures à toute administration. Donc dans le cas qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé. Généralement, lorsque nous avions une information de source externe, M. Mangier et moi-même, puisque nous faisions équipe nous avons fait équipe plus de 25 ans, donc on se connaissait bien, on a eu une confiance complète l'un à l'autre, et généralement, ce que l'un connaissait, l'autre le savait aussi, puisqu'on en parlait régulièrement avant de prendre une décision ou de conduire une enquête. Donc au cas particulier, il y a eu quelques cas particuliers sur cette période. Certaines fois, parce qu'il faut savoir que dans notre métier, les renseignements n'arrivaient pas aux heures de bureau, de 8h à midi ou de 2h à 6h, mais pouvaient aussi bien se trouver le soir à l'occasion de rencontres, un week-end, dans un cercle privé, dans un cercle familial. Donc tout renseignement qui nous avait été bon à prendre. Donc au cas particulier, ce renseignement, c'est M. Mangier seul qui a eu l'information.
Donc, au cas particulier, j'ai donc déduit que ça venait de sa sphère privée et que c'était en aucun cas un collègue, voire une autre administration. Dans ce cas, nous l'aurions rencontré ensemble. Vous ne savez pas qui est la personne? Ah, du tout. Vous ne connaissez pas le nom de l'aviseur? Du tout. Si vous voulez, au cas particulier, donc M. Mangier, ça s'est passé à peu près comme ça, même si ma mémoire commence à dater un peu sur ce sujet, m'a dit un jour, voilà, j'ai eu une info, nous avons M. Cahuzac qui aurait un compte en Suisse qui lui permettrait de financer ses activités électorales. Et donc, je lui dis, bon, quel type d'information autre on t'a donné? Apparemment, l'information n'était pas de première main, ce sont ces termes, et il semblait ne pas avoir beaucoup plus de renseignements que ça. Donc, ce que nous faisions, comme nous le faisions pour tout autre dossier, hein, on commençait d'abord à demander en communication le dossier fiscal de la personne incriminée, ne serait-ce que pour s'assurer qu'elle ne faisait pas déjà l'objet d'une autre procédure, vérification de comptabilité ou d'enquête par notre service, pour pas qu'il y ait doublon. Donc, première chose, on commandait le dossier en communication. On informait simplement le service que nous avions besoin de voir ce dossier en communication. Ensuite, ça nous permettait aussi de faire l'environnement professionnel et fiscal de la personne pour voir un petit peu si ce que nous pouvait nous donner était crédible, si les enjeux étaient de notre ressort et si les revenus qui auraient pu alimenter ce compte étaient professionnels et donc rentraient dans le cadre de nos missions. Donc c'est à quelle date, si vous pouvez? Alors, si vous me l'aviez demandé il y a quelque temps, je m'en serais plus très bien souvenu. J'aurais dit une dizaine, 10-12 ans. Bon, maintenant, j'ai été entendu depuis par la police judiciaire. On m'a rafraîchi un peu la mémoire sur les dates. Donc, je pense que ça se situait en février 2001. Voilà. Mais là encore, je dis, c'est parce qu'on m'a rafraîchi la mémoire. Hein, les policiers m'ont dit, voilà, c'est à telle date. J'ai pas de raison d'en douter. Et la procédure était très simple à l'époque. L'agent qui a besoin d'un dossier demandait à la secrétaire, parce qu'on en avait encore une à l'époque, de demander le dossier. On en remplissait un imprimé, l'agent signait, ça partait par le courrier et on recevait le dossier en retour. Voilà, c'était très simple. Ça demandait le délai de la poste, hein, en gros. Donc ce dossier est arrivé. On l'a regardé sommairement, comme on faisait toujours. Et puis, ne serait-ce que pour vérifier qu'il n'y avait pas de compte étranger déclaré par la personne en cause, ne serait-ce que pour cela. Et puis, donc, nous en avons discuté ensemble. On a regardé. Je lui ai dit, il faudrait quand même qu'on rencontre la personne qui donne l'information, parce qu'au stade de la déclaration qui me rapportait, on ne pouvait rien faire. Vous savez, mon voisin tient un compte en Suisse où il fait du travail au noir. Vous savez, avec ça, c'est tous les jours. Enfin, j'ai pas tous les jours, mais c'est le genre d'information qu'on pouvait recevoir facilement. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, on s'assurait un petit peu de la crédibilité. Donc, on essayait toujours de voir à deux, dans des locaux administratifs, la personne qui nous donnait renseignement pour s'assurer de la proximité avec la source de renseignement, de savoir un petit peu comment on pouvait avoir ces informations et qu'il puisse nous donner des pistes pour qu'on puisse commencer une enquête. Or, dans ce cas, mon collègue m'a dit la personne n'en sait pas plus et elle ne souhaite pas que je rencontre la personne qui l'a informée. Donc, vous voyez, la porte est tout de suite fermée. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'enquête, au sens où nous on l'entendait, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune procédure entamée, droit de communication, droit d'enquête, enfin, toutes les procédures qui sont mises à notre disposition par les textes. Aucune enquête n'a été diligentée par notre équipe, hein, donc par M. Mangier, puisque c'est lui qui était détenteur de l'information, ni moi-même, parce qu'on n'avait aucun moyen de pouvoir démarrer une enquête. Donc il n'y a pas eu d'enquête. Quand on dit qu'il y a une enquête qui a duré, non, il n'y a pas eu d'enquête. Donc je dirais aujourd'hui que peut-être la seule anomalie dans ce dossier, c'est que M. Mangier a traité ce dossier comme il aurait traité le dossier de n'importe quel quidam. Il n'a pas tenu compte de la personnalité et des fonctions électives de la personne incriminée, et dans ce cas, il aurait dû informer le chef de service, ce qui n'a pas été fait. Donc, pour la deuxième chose, pourquoi le dossier s'étend? Alors là, c'est effectivement anormal. Généralement, lorsqu'on a une information de ce type, on garde le dossier quelque temps dans l'armoire, dans le coffre, le coffre-fort, en espérant que des informations nouvelles nous arrivent et puissent commencer une enquête digne de ce nom. Et puis le temps passe, logiquement, on renvoie le dossier aussitôt. Ce que n'a pas fait mon collègue. Et c'est un jour, en faisant de l'archivage, qu'on a retrouvé ce petit dossier, parce qu'il n'était vraiment pas épais, dans une autre pile de dossiers, dans le coffre, et qu'il a été renvoyé à ce moment-là. Voilà toute l'histoire, et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc là, je pourrais éventuellement répondre, bien sûr, à vos questions sur ce sujet. Merci, M. Richard. M. André.
Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, moi, pour compléter ce qu'a dit Monsieur Richard, je pourrais peut-être vous décrire les process qui étaient en usage à l'époque à la B2I de Bordeaux concernant les relations entre les enquêteurs et le chef de service moi-même, et puis les demandes de dossiers et leur traitement. Comme M. Richard a commencé à vous l'expliquer, il y avait une différence importante entre les dossiers des notoriétés, dont les élus, et les dossiers des contribuables, entre guillemets, lambda, qu'elles soient sociétés, personnes physiques, professions libérales, entreprises indépendantes, etc. S'agissant d'une enquête ouverte ou d'une possibilité d'enquête ouverte sur un contribuable qui n'était pas une notoriété, l'usage était que l'enquêteur vienne m'en parler lorsqu'il sollicitait l'ouverture du premier acte de procédure, l'ouverture d'un droit de communication, l'ouverture d'un droit d'enquête. S'agissant des notoriétés, ce qui aurait dû être fait, tel que la règle en vigueur le prévoyait, était que l'enquêteur aurait dû venir me solliciter, me demander l'autorisation de se faire communiquer le dossier. Je lui aurais certainement accordé, et en même temps, j'aurais informé ma hiérarchie à Pantin. Parce que vous étiez à l'époque, vous étiez déjà à l'époque. J'étais le chef de brigade à Bordeaux du 1er septembre 1998 au 31 août 2003. Donc c'est vous qui l'aurez dû informer. C'est moi qui l'aurais dû informer, absolument. D'accord. Pas d'autres déclarations? Pour le moment, non. Bien. Alors, autour de M. Habert. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je n'ai pas grand-chose à ajouter à tout ce qui vient d'être dit, tant au plan du fonctionnement interne de la B2I que je connais, pour avoir été le responsable de cette unité de septembre 2003 à septembre 2009, pour ensuite prendre la responsabilité de la B2I d'Orléans. J'étais à l'époque des faits ailleurs. Par contre, j'étais là à l'époque où le dossier a été renvoyé, c'est-à-dire en 2007, de mémoire en février 2007. Et comme l'a précisé M. Richard, effectivement, il a fait partie entre guillemets, d'un wagon de dossiers qui ont été renvoyés à un instant T pour débarrasser les armoires de choses qui ne nous intéressaient plus. Mais je ne me souviens pas du départ de ce dossier. Je l'ai appris plus tard qu'il avait été renvoyé en février 2007. Voilà. Rien d'autre à déclarer? Non. Bien. Eh bien, on va passer aux questions de Monsieur le rapporteur. Monsieur Richard, vous dites que à cette époque, c'est une question annexe, mais vous dites qu'il y a beaucoup de cas particuliers à cette époque. C'est l'expression que vous avez utilisée. Il n'y a pas d'autres protagonistes de l'affaire qui ont été concernés par des demandes ou des informations. Non, fort heureusement, on avait très rarement des dossiers de personnalités en vue. Donc, dans ma carrière, j'ai dû en voir 2 fois. Donc, pour dire que sur 39 ans de carrière, j'en ai pas vu souvent. Mais on n'attendait pas non plus qu'il s'agisse ou d'un élu ou d'un maire, enfin quelqu'un d'une personnalité politique. Lorsque le dossier paraissait sensible, on en parlait très facilement, très directement et très naturellement avec le chef de service, voilà, ne serait-ce que pour avoir son expertise sur la conduite de l'enquête à mener ou à ne pas mener. Et donc, il n'y a pas eu de cas particulier. Là, celui-ci, je crois que ça a été des circonstances, mais à l'époque, M. Cahuzac n'avait pas, enfin du moins, n'avait pas la notoriété qu'on lui connaît ces dernières années. Pour nous, c'était un député du Lot-et-Garonne qui briguait, moi d'ailleurs je l'ai appris à cette occasion, qui briguait la mairie de Villeneuve-sur-Lot. Mais pour nous, c'était un député parmi tous les autres. D'accord. Bon, Monsieur Mangier ne vous a jamais dit disons, qui était son informateur, confirmé. Mais comment ça se passait normalement lorsque vous aviez un renseignement venant d'un autre département, de quelqu'un de la même administration? Ça se passait comment? Oui. Je veux dire, s'il s'agissait de renseignements, d'abord, nous avions une compétence nationale, donc il était aussi d'habitude de l'époque, j'ai oublié de préciser, que la personne qui recevait le renseignement traitait le dossier, quel que soit son lieu de résidence, le lieu de résidence géographique de la personne incriminée. Donc c'est tout naturellement, on avait une information, quelle que soit la personne où habitait la personne. Arrêtons-nous là-dessus. S'il y a un inspecteur des impôts qui n'habitait pas dans ce département où vous exerciez, avait ce renseignement, ça aurait dû être lui qui traite l'information.
Ça dépendait de son service. Ça, savoir, c'est sa prérogative. C'est parce que les inspecteurs des impôts ont des prérogatives selon leur mission. C'est-à-dire, ça peut... D'accord. Ça dépend de ses prérogatives. Alors, la deuxième question. Lorsque c'était une information venant d'un fonctionnaire des impôts, d'un autre département, vous étiez informé de cela? Oui, logiquement, on était informé. Mais généralement, ça venait tout naturellement, puisque là, il n'y avait pas de droit de communication, il n'y avait pas d'échange formel entre collègues de la même administration. Donc, si ça avait été le cas de l'informateur de M. Mangier, vous auriez dû être informé. C'est-à-dire que le Lot-et-Garonne, à l'époque, faisait partie de notre société. Oui, appuyez sur votre micro. Oui, ne parlez excusez-moi. pas tant que c'est pas rouge. Voilà. Tout à fait. Oui, je disais qu'au cas particulier, le Lot-et-Garonne faisait partie de notre circonscription territoriale. C'est des départements que nous visitions souvent. Hein, donc, même plus particulièrement, on avait M. Mangier et moi-même, nous avions La Rochelle et Agen. Donc, naturellement, les collègues de ce service savaient que les interlocuteurs à la baie-des-Îles de Bordeaux, c'était M. Mangier ou moi-même. C'est pour ça que j'ai toujours pensé qu'il s'agissait, que l'information venait d'une personne extérieure à l'administration. C'était mon sentiment, mais je ne peux ni l'affirmer ni le démentir. Si tel était le cas, on l'aurait rencontré à deux. C'est-à-dire le collègue nous aurait dit, ben voilà, j'ai une information sur quelqu'un, donc est-ce que vous pouvez passer nous voir? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc là, par rapport au comportement qu'a eu M. Mangier, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas informé de son informateur, vous pensez que c'est quelqu'un de sa sphère privée en dehors de l'administration. Si ça avait été quelqu'un, ou si c'était quelqu'un de l'administration, vous l'aurez rencontré ensemble. Sauf si il n'agissait pas en tant qu'inspecteur d'impôts, mais en tant qu'administrateur à la frontière, qui peut-être. Mais je pense que, pour moi, ce n'est pas quelqu'un de l'administration. Maintenant, je peux me tromper, mais je ne crois pas. De toute façon, Branchez. Tout à fait. Pour moi, à l'époque des faits, et même encore jusqu'à une période très récente, depuis qu'on se réintéresse à l'affaire, je ne pense pas qu'il s'agisse de quelqu'un de la maison. Que ce soit juste un fonctionnaire, même tout simplement. Même un fonctionnaire d'une autre administration, on l'aurait vu ensemble. Maintenant, je vous dis, je peux me tromper, il a pu le voir, il a peut-être des relations amicales ou sportives, parce que c'est un monsieur qui faisait beaucoup de tennis, donc il rencontrait des clubs de tennis professionnels, donc il a pu le rencontrer dans ce cadre et avoir une information, je dirais, en dehors du cadre administratif habituel, quoi. Mais je n'ai aucune information. Et il n'a pas souhaité que je le rencontre parce que cette personne ne souhaitait pas. C'est pas lui qui ne voulait pas que je le rencontre, c'est la personne qui ne voulait pas rencontrer quelqu'un d'autre que lui. D'accord. Voilà. Alors, vous avez été prévenu quand alors? Dès que la demande a été faite? Attendez. C'est agaçant. Attendez, vous Ça. réappuyez. Oui, on va réappuyer à chaque fois, oui, pardon. Disons que j'ai été informé lorsque en gros, Le dossier. Rappuyez. Donc j'étais au courant quand la secrétaire nous a apporté le courrier, quoi. J'ai vu ce dossier, il me dit tiens, mais en fait, voilà, j'ai demandé ce dossier, il faut que je t'en parle, voilà. Puis c'est venu naturellement, mais je veux dire, ce n'était ni choquant, c'était une procédure habituelle, voilà. Donc, vous avez été informé lorsque le dossier est arrivé à la demande de Mangier. D'accord. Quand il y avait ce type de demande, de contrôle d'un parlementaire, dans vos souvenirs, est-ce que l'autorité de l'État dans le département a été prévenue? En l'occurrence, est-ce que le préfet était prévenu? Mais pourquoi ça? Est-ce que tu appuies? Retire ton doigt. Non, mais non, c'est un truc invraisemblable. Oui, parce que j'ai appuyé, c'est éteint. Non, je disais que d'abord, ça m'est arrivé qu'une fois dans la carrière d'avoir eu à traiter une information qui concernait un parlementaire. Hein, non, 2 fois. Il y en a une fois dans le Var. Mais bon, donc non, nous n'informons pas les autorités. La seule information que l'on donnait, c'était au chef de service. Donc aucune information, à votre connaissance, a été transmise au préfet ou au sous-préfet? Au stade, nous, de notre connaissance et de ce qui a été, j'allais dire fait, même pas fait, puisqu'il n'y a pas grand-chose, personne n'a été informé, même la preuve, Monsieur André n'avait même pas été informé, bon, ce qui est une erreur effectivement, mais non, nous on avait à rendre compte qu'à notre chef de service. Ensuite, lorsque vous êtes informé, vous, lorsque le dossier arrive, quelles sont les investigations que vous faites? J'ai pourtant appuyé, oui. Comme je vous dis en préliminaire, lorsqu'un dossier arrivait, on regardait un petit peu l'environnement, on regardait un petit peu si la personne avait des revenus
puisqu'on parlait de si l'argent était sur un compte bancaire étranger, on peut donc présumer qu'il s'agisse de la fraude fiscale. Donc elle avait été alimentée par des revenus non déclarés par la personne. Donc on regardait dans un premier temps si la personne touchait des revenus qui étaient visés par nos procédures, c'est-à-dire TVA, impôt sur le revenu, impôt sur la société, etc. Donc première chose. On regardait un peu si la personne était susceptible de percevoir des revenus de nature à cacher une fraude fiscale importante. Il est évident que si on en avait eu affaire à un fonctionnaire des finances qui aurait été député, donc bon, il n'a pas les moyens de dissimuler de ses recettes ou de ses salaires. Donc vous voyez, il y avait un petit peu toute cette approche, on essayait de faire l'environnement. Et aussi, ça nous permettait de voir un petit peu dans quel environnement on travaillait. Et généralement, à la suite de quoi, on revoyait la personne qui avait donné l'information pour la questionner, pour essayer de savoir un petit peu comment elle savait ça, est-ce qu'elle savait comment c'était alimenté, est-ce que c'était alimenté par la personne elle-même ou par un tiers, ou par un client, ou par un fournisseur. Enfin bon, on essayait de savoir un peu plus pour pouvoir diligenter nos enquêtes. Voilà. Mais au cas particulier, on n'avait aucun angle d'attaque, on ne savait pas le nom de la banque, on ne savait pas la période où l'argent avait été versé, on ne savait pas les enjeux, on ne savait rien. Mais vous ne saviez rien. Mais vous ne savez rien, mais monsieur. Je suis convaincu que M. Mangier n'en savait pas plus. Vous êtes donc convaincu que l'informateur de M. Mangier, qui pour vous n'est pas quelqu'un d'administration fiscale, n'en a pas dit plus à... Ouais, moi, je suis convaincu qu'il n'en a pas dit plus. Ensuite, est-ce que vous avez rencontré sur cette déclaration fiscale, est-ce qu'il y a eu des remarques faites à M. Cahuzac? Aucune? Aucune. De toute façon, je vous dis, on a regardé le dossier. En l'absence de possibilité d'obtenir des informations qui nous permettaient de démarrer une enquête, parce que je tiens à ce point qu'il n'y a pas eu d'enquête. Le service a une information brute, somme toute très, très, très simplifiée, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, on a décidé tous les deux, d'un commun accord, de ne pas aller plus loin en l'absence d'informations supplémentaires. Voilà. Donc, dans le cadre... Donc, dans le cadre du retour de ce dossier... à Paris, il n'y a pas eu de... C'est infernal. Non mais attendez, il ne faut pas... Voilà. Il n'y a pas eu, mais je suis sûr que si on demandait à un technicien, il y aurait très facilement à ce que ces deux micros fonctionnent normalement. Quand le dossier est remonté à Paris, il n'y a pas eu de signalement dans le dossier de votre part. Pour vous dire la vérité, je ne savais même pas à quelle date avait été renvoyé le dossier. C'est quand on a trouvé les dossiers qu'on a envoyés. Il y en a eu plusieurs de renvoyés à cette date-là. Et dans le tas, il y avait celui de M. Cahuzac. Moi-même, je n'ai même pas su qu'il le renvoyait. Il y a eu des dossiers renvoyés à un moment donné, parce qu'il y a eu de l'archivage. Donc voilà, il faisait partie des dossiers qui ont été renvoyés. Mais... Donc, une fois qu'on avait décidé de ne rien faire, parce qu'on n'avait pas assez d'éléments pour engager une procédure, eh bien on passait à autre chose, et puis la personne qui avait demandé le dossier, généralement, le renvoyait. Sans explication, sans rien, c'était la fonction de fonctionner. Voilà. Pour en revenir à M. Mangien, son informateur, il vous l'a présenté comme un ami? Il n'a fait aucune remarque sur la qualité de la personne. Aucune. Il m'a dit, j'ai quelqu'un qui m'a informé que, point. Et c'était une règle entre nous. On ne posait pas de questions. Si le collègue souhaitait nous le dire, quand on le rencontrait, c'est évident qu'on savait qui c'était. S'il ne souhaitait pas, on n'insistait pas. Alors c'était très rare, parce qu'il ne faut pas croire qu'on avait des aviseurs tous les 5 minutes. Hein. Généralement, c'était un travail de recherche, d'enquête, dans les dossiers, etc. Et c'est quand même rare qu'on travaille avec des aviseurs moins dignes de ce nom, donc qui connaissaient le dossier, qui avaient des informations suffisamment pertinentes pour engager une enquête. Et donc, généralement, on le savait toujours en même temps. C'est très rare. Moi, ça a dû m'arriver peut-être 2-3 fois que ce soit quelqu'un de ma sphère privée qui me donne l'information. Et j'ai jamais eu de problème à le faire rencontrer M. Mangier. Au cas particulier, il m'a dit la personne ne souhaite voir que moi. Voilà. Mais si ça devait être un inspecteur des impôts travaillant dans un autre département, M. Mangier aurait dû vous informer. Il n'avait pas d'obligation de le faire. Oui, mais c'était la tradition. Généralement, quand c'est un collègue, oui, on le voyait toujours à deux. Là, s'il n'a pas fait, c'est qu'il le considérait comme un ami et non pas comme un inspecteur des impôts.
Mais là encore, si c'est un inspecteur des impôts, ce que je ne sais pas. Et donc, durant cette période, vous n'avez pas eu d'autres sujets concernant la personne de Jérôme Cahuzac? Ah, du tout. Jamais. Vous non plus? Non plus. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Deux petites questions complémentaires. Vous nous avez dit, tant Monsieur André que Monsieur Richard, qu'au fond, deux erreurs avaient été commises. La première, c'est que Monsieur Mangier n'a pas averti sa hiérarchie. Première erreur. Est-ce que cette première erreur était habituelle chez Monsieur Mangier? Non, c'était tout à fait, c'était un fonctionnaire exemplaire. Et à votre avis, pourquoi il n'a pas averti sa hiérarchie? Un comportement ou une erreur ou une négligence habituelle, non, parce que le nombre de notoriétés personnes physiques sur lesquelles on aurait pu travailler était proche de zéro. La cible principale d'une B2I, ce sont les activités professionnelles. Les notoriétés sur lesquelles on a travaillé étaient plutôt des grandes entreprises. Là, il y en a eu, et là, j'étais forcément informé. Donc, comportement habituel, non. Une négligence de la part de M. Mangier, possible, voire probable. Il n'y a pas eu, à votre connaissance, ni la vôtre, si celle de M. Richard, de pression qui aurait consisté à demander à M. Mangier d'en arrêter là, quoi, de ne pas bouger. Pardon. Je n'imagine pas qu'il y ait pu y en avoir dans le contexte de l'époque et compte tenu d'une procédure fiscale. C'est pas. Monsieur Richard? Moi, je peux affirmer que c'est pas le cas. D'abord, ce n'est pas le genre de personne à se laisser intimider. Et qui plus est, donc, la négligence, ce terme, moi, je l'ai utilisé auprès des officiers de police judiciaire parce que c'était quelqu'un qui pouvait facilement oublier de renvoyer le dossier parce que pour lui, l'enquête, c'était fini. Il l'oubliait là, mais c'est tout. Mais des pressions, ça, je suis certain. Il n'y en a pas eu. Est-ce que vous avez connu M. Gonel? Non, je ne connaissais pas M. Gonel, j'ai appris son nom récemment. Moi non plus. Moi non plus. Bien, mes chers collègues, je voulais vous annoncer qu'avec M. le rapporteur, nous avons trouvé le nom de l'aviseur. Et donc, il sera entendu par la commission. Il s'agit, comme M. Gonel et M. Garnier nous l'avaient indiqué, d'un ancien de vos collègues qui était à la retraite à l'époque. Voilà. Qui était à la retraite à l'époque. Oui, en 2001. Si je peux me permettre, Monsieur le Président, un collègue de la B2I ou un collègue des impôts? Non, un collègue, on en saura plus quand on va l'auditionner. Voilà, il était inspecteur des impôts. Il n'était pas à la retraite. Ah, il n'était pas à la retraite? Non. Ah, j'avais cru. Il est maintenant, oui, il est maintenant à la retraite. Oui. Il n'était pas à la retraite à l'époque. Voilà, mais vous ne le saviez pas. D'accord. Alors, vous avez signalé une deuxième erreur qui est la durée de détention tout à fait anormale, parce qu'il y a des règles de détention, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, 2 ans, on renvoie, surtout si on n'a pas trouvé de piste, on renvoie. Il n'y a pas d'instruction en la matière? Il n'y a pas d'instruction en la matière, il y a du bon sens et des bonnes pratiques, c'est-à-dire que dès qu'on voit qu'on ne peut plus avancer sur un dossier, on le renvoie au service gestionnaire pour qu'il soit classé, actualisé, mis à jour et qu'il revive sa vie normale de dossier. Et vous le renvoyez sans aucune note en disant voilà, on a eu une information, ça n'a pas débouché, donc on clôt l'information. Il n'y a pas une petite note? En général, à l'époque, il n'y avait pas de petite note. Maintenant, il y a un tel dispositif de suivi applicatif, informatif, avec des blocs-notes, avec de la mémoire des dossiers, des demandes, que oui, en général, il y a quelque chose. Mais à l'époque, non. Par contre, pardon, Monsieur le Président, si quelque chose avait été fait, là, évidemment, c'était tracé, puisque c'était des procédures ouvertes dans le cadre du livre des procédures fiscales, avec tout ce qui allait avec, quoi. Monsieur Habert, quand vous renvoyez, puisque votre seule intervention dans ce domaine, vous étiez là à l'époque où on a renvoyé tout cela. À l'époque, c'est-à-dire 2007, c'est ça, je crois, il n'y avait toujours pas d'instruction en disant on met une petite note, en disant voilà, on a cherché dans telle direction, il n'y avait rien, donc on vous renvoie le dossier. Non, Monsieur le Président, je vous confirme, il n'y avait pas cette pratique de la petite note à laquelle vous faites référence. Il y avait une pratique plus courante qui était de temps en temps, comme l'a dit Monsieur André, par bon sens, de se débarrasser physiquement des dossiers dont on ne ferait rien. Mais ça pouvait durer 6 mois, le stockage d'un dossier pouvait durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y avait aussi une habitude parmi les enquêteurs, et c'était
fallait le comprendre, de se dire que peut-être à un moment une information ressortirait et qu'on avait physiquement le dossier et qu'on pourrait éventuellement un jour travailler dessus. Mais ça n'allait pas plus loin. Et même en 2007, quand le dossier est reparti, sans doute avec beaucoup d'autres, comme l'a expliqué M. Richard, il n'y a pas eu de note complémentaire pour expliquer son renvoi et son retour dans son centre des impôts d'origine. Oui, monsieur le rapporteur. Est-ce que vous avez été, pour faire le point sur cette période professionnelle, est-ce que vous avez été entendu depuis que l'affaire est sortie par votre administration centrale? Monsieur Richard. Non, absolument pas. Non. Monsieur André. Non plus. Monsieur Habert. Je confirme que moi non plus. Vous avez été entendu par la... Monsieur Richard. Oui, j'ai été convoqué par les deux inspecteurs, je crois, donc je ne sais plus quel mois de février ou mars dernier. Ils m'ont reçu dans les locaux de l'hôtel de police de Bordeaux. Voilà. Monsieur André. Oui, le 26 février dernier à Rennes. Et monsieur Habert. Je crois, alors le jour exact, mais c'est au mois de février par les enquêteurs de la DIF, je crois de mémoire. D'accord. J'avais une dernière question à poser à monsieur Richard. Vous avez professionnellement travaillé avec monsieur Mangier 25 ans, vous nous avez dit tout à l'heure. À votre connaissance, vous avez répondu à la question de notre rapporteur que vous ne connaissiez pas M. Cahuzac. Mais est-ce que M. Mangier connaissait M. Cahuzac? Pas plus que moi, j'imagine. Ni l'un ni l'autre. Non, disons que je dis, on ne s'intéressait pas forcément, pas spécialement aux élus, ni aux maires. Nous, c'était, comme disait M. André, c'était plutôt les entreprises, puisque lorsqu'il y avait des enjeux, c'est parce qu'il y avait non seulement de l'impôt sur la société, mais aussi de la TVA. Donc, nos procédures étant quand même très lourdes, il fallait que les enjeux en vaillent la peine. Et donc, je pense que c'est par son ami qu'il a eu connaissance que la personne visée était députée et qu'elle briguait, c'est du moins le terme qu'il utilisait, qui briguait donc la mairie de Villeneuve à l'époque. Mais je ne crois pas, enfin je suis quasiment certain qu'il connaissait son existence en tant que tel. Il ne s'intéressait pas plus que la moyenne à la politique, donc il n'avait pas de raison de connaître ce député qui ne faisait pas parler de lui dans la région, enfin du moins à notre niveau. Merci. Alors, nous avons deux collègues qui veulent intervenir. Madame Hoffmann-Rispal. Merci, Monsieur le Président. Je vous ai bien entendu, messieurs. Donc, vous avez juste, Monsieur Richard, par Monsieur Mangier, une information qui dit que quelqu'un l'a informé que Monsieur Cahuzac avait un compte en Suisse. Vous envoyez le dossier, il revient, il n'y a pas grand-chose, il y a dedans. C'est pas votre centre de préoccupation, je comprends que ça puisse être les entreprises. Vous nous avez dit que vous travaillez 25 ans ensemble. Monsieur Cahuzac est quand même déjà connu, c'est un homme politique. Vous ne conseillez pas, là je m'adresse peut-être un peu plus spécifiquement à Monsieur Richard, vous ne conseillez pas à Monsieur Mangier d'en parler à ses supérieurs, de dire bon peut-être que s'il y a quelque chose après on aura un problème, ça, il n'y a rien dans le dossier donc on arrête là. Oui, d'autant plus, Monsieur Richard, que la question de notre collègue, que vous nous avez dit que c'était la première fois de votre vie que vous aviez un dossier de notoriété, parce que vous êtes spécialisé en entreprise. Monsieur Richard. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le conseiller. On en a discuté parce que vous voyez, c'était pas notre relation. Donc on a travaillé de 84 à donc 1984. Moi, j'étais déjà dans le service depuis 1 an, et donc il est parti en retraite de mémoire en 2009, c'est ça, 2010, 2009, c'est ça. 2009, et donc nous avons travaillé toutes ces périodes ensemble, donc de 84 à 2009, vous voyez, donc un quart de siècle, et nos relations étaient des relations de camaraderie, c'est-à-dire que bien que ce soit lui le plus gradé de nous deux, on faisait vraiment un binôme, on partageait toutes les informations que l'on avait, on avait une confiance complète l'un dans l'autre, et je crois qu'elle était bien placée dans les deux sens, et effectivement, on a parlé de ce dossier comme un dossier de Kidam, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû le conseiller d'en parler à M. André, ce qui n'a pas été fait. Honnêtement, je ne me souviens plus des détails à l'époque, si on en a parlé ou pas, mais c'était pour nous un dossier comme un autre, élu ou pas élu, pour nous. Alors, sur le plan déontologique, sans doute, on aurait dû informer
Monsieur André, ça aurait été d'abord, ça aurait évité que le dossier reste si longtemps dans nos services, parce qu'il n'aurait pas demandé de nous demander un point d'enquête ou un point de situation. Hein. Aujourd'hui, ça n'arriverait plus, puisqu'il y a des procédures, on a dit informatisées, où chaque dossier demandé est demandé par un système informatique. Le chef de service peut à tout moment voir quel dossier on a demandé. Et puis, de temps en temps, on a des alertes pour nous dire, attendez, vous détenez le dossier depuis de tant de jours. Est-ce que vous en avez toujours besoin? Ce qui n'était pas le cas à l'époque, donc le dossier était là. En plus, c'était des dossiers qui, très vite, étaient des dossiers morts pour nous, puisque les documents qui étaient contenus au moment où on faisait la demande se prescrivaient avec le temps. Et comme le service ne nous envoyait pas les mises à jour, puisque lui continuait à conserver les documents qu'il recevait pour pouvoir vaquer leur mission habituelle, il n'y avait rien d'inquiétant. Et sur le fond, ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est vrai que je prends ma part de responsabilité aussi. J'aurais sans doute dû conseiller, conseiller, j'aurais pu le dire moi-même à la limite, puisque je revendique, à part la formation initiale que je n'avais pas eue, je revendique le fait qu'on ait discuté ensemble de ce dossier. Donc j'aurais été moi-même, j'aurais pu moi-même le dire, si vous voulez, hein, mais ça s'est pas fait. Voilà, naturellement, sans arrière-pensée ou autre. D'accord. Alors j'ai une deuxième demande de parole de notre collègue Untermaier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, messieurs, de toutes ces informations que vous nous livrez. Ma première question est, s'agissant d'une tierce personne de l'aviseur, est-ce qu'il est quand même d'usage qu'entre vous puissiez vous cacher la source? C'est ma première question. Est-ce que ça vous a surpris Est-ce que ça vous a surpris, ce silence autour de la source de la part de votre collègue? Non, ce silence, non, parce que à partir du moment où on avait une règle, c'est la confiance. Lui me dit, voilà, la personne ne souhaite pas rencontrer quelqu'un d'autre que moi, d'où la déduction pour moi que c'était quelqu'un de sa sphère privée qui n'avait pas envie que quelqu'un d'autre sache que c'est lui qui avait donné l'information. Donc moi, j'avais pas de raison de ne pas faire confiance à mon coéquipier. Ça arrivait rarement, parce que, comme je vous dis, ça n'arrivait pas tous les jours non plus qu'on avait des informations d'un aviseur, et encore moins qui visait une personne de notoriété, même si pour moi, à l'époque, elle ne l'était pas. Et nonobstant le fait que vous ne connaissiez pas l'aviseur, est-ce que vous avez le sentiment du caractère sérieux de la source quand votre collègue vous en a parlé? Le sérieux de la source, sans doute que oui, mais moi j'ai la conviction intime à l'époque, c'est que la personne qui avait donné l'information à M. Mangier n'était pas une première main, c'est-à-dire qu'elle ne faisait que relayer des oui-dire. Moi je l'avais compris comme ça, parce que vous savez, les oui-dire, donc d'où aussi mon absence d'insistance à rencontrer l'aviseur, parce que pour moi, il n'en dirait pas plus, il n'en savait pas plus. Par contre, j'avais essayé de voir si M. Mangier ne pouvait pas demander à cette personne si on ne pouvait pas rencontrer celle qui était le plus proche de la source. Donc en l'occurrence M. Gonel, puisque maintenant on sait que c'est lui qui avait l'information. Mais Une autre question, oui, s'il vous plaît. La détermination de M. Mangier, est-ce que vous avez senti une réelle détermination à vouloir demander le dossier et quand le dossier est arrivé, à mener des investigations? Oui, comme avec tout autre dossier, vous savez, on n'avait pas d'état d'âme, nous, lorsqu'on avait une information qui nous paraissait digne d'intérêt et qui était susceptible d'alimenter le contrôle fiscal, nous le faisions, quelle que soit la qualité de la personne. Et M. Mangier, dans ce domaine, n'a jamais fait preuve de défaillance. Hein. Donc, s'il avait pu mener des investigations, si l'information nous l'avait permis, il l'aurait fait. Dernière question, est-ce que vous pensez qu'il a informé en fait l'aviseur de l'échec des investigations menées? Alors, une règle générale, nous ne donnions jamais à l'informateur les résultats de notre travail. On les en informe à l'avance, vous ne saurez pas ce que l'on a fait, si on a réussi, pas réussi, jusqu'où on a été. Ça, c'est une règle entre nous, on ne le disait jamais. Alors, parce que j'ai lu aussi dans les rapports qui ont été faits suite aux différentes auditions, certaines choses, notamment, je ne sais plus ce que je veux dire, sur le fait que la personne de la Direction nationale d'enquête fiscale avait dit qu'elle n'avait pas pu obtenir un dossier. Alors ça, je n'exclus pas que M. Mangier ait pu le dire pour clore un petit peu peut-être les assauts répétés de cette personne, en disant écoutez, j'ai pas pu obtenir le dossier, ça mettait fin à la discussion. Ça, il est
possible qu'il l'ait dit. Je ne peux pas le savoir, mais il est possible qu'il l'ait dit. Pour avoir la paix, en gros, en disant, voilà. S'il avait dit, non, j'y arrive pas, ceci, il a dit, j'ai pas pu avoir le dossier, donc sans avoir, évidemment, les conséquences que ça a aujourd'hui. Ça, je le sens capable de le dire, j'aurais pu le faire moi-même. Dire à la personne, écoutez, qui me relançait, j'ai dit, écoute, on n'a pas pu avoir accès au dossier, voilà, on n'a rien fait dessus. Ce qui, pour vous, expliquerait la thèse qu'il aurait été bloqué dans ses études, enquêtes sur ce dossier. C'est depuis que cette affaire est sortie, j'ai beaucoup réfléchi, essayé de fouiller la mémoire, et effectivement, j'aurais pu le faire, mon collègue a pu le faire, et ça peut être effectivement un discours qu'il a tenu, oui. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse, je n'en sais rien. D'accord. Mais donc, ce n'est pas exclu. C'est une pratique qui aurait pu avoir lieu. D'accord. Autre question, Mme Untermaier ? Oui, après notre collègue Cresta. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur André. Vous avez parlé de bonnes pratiques, de bon sens, vous avez parlé de procédure. Manifestement, là, il y a une procédure qui n'aurait pas été respectée, semble-t-il. Le fait d'entamer des recherches ou autres. Si d'aventure, vos collaborateurs, vous aviez saisi de cette information, quelle aurait été la procédure qui aurait été mise en œuvre ou que vous auriez mise en œuvre, quel type de suivi aurait été effectué par vos services. Et la deuxième question, c'est sur les investigations qui ont été faites, enfin je ne sais pas si c'est le terme exact, par vos collaborateurs, à quel moment en avez-vous été informé? Ou est-ce que vous en avez été informé un jour? Merci. Réponse, Monsieur André. Alors, quand je parle procédure inscrite dans le livre des procédures fiscales. En ce qui concerne les informations en interne au service, là, ce sont plus des règles non écrites. Qu'aurais-je fait si M. Mangier m'avait informé? J'aurais immédiatement informé ma hiérarchie, la Direction nationale d'enquête fiscale à Pantin, de l'ouverture potentielle d'une enquête à l'encontre de M. Cahuzac sur la base des informations et en tout cas de la demande de communication du dossier. Ensuite, on aurait regardé tous les trois ce dossier et puis les enquêteurs m'auraient proposé un certain nombre de pistes à explorer ou pas. C'était l'usage. Si le dossier fiscal de M. Cahuzac ou d'un autre avait présenté, je dirais, des anomalies qui auraient justifié l'ouverture d'une procédure, j'aurais informé ma hiérarchie, sollicité éventuellement son autorisation selon la profondeur des investigations et l'enquête aurait suivi son cours. En l'espèce, rien n'a pu être fait, donc je suppose, par hypothèse, qu'on aurait refermé le dossier et qu'on l'aurait renvoyé dans un délai normal au service gestionnaire. Appuyez sur votre bouton, mon cher collègue. Donc l'information comme quoi M. Richard et M. Mangier avaient effectué ces démarches, vous l'avez su quand? Pardon, l'information, je l'ai eue en plusieurs bribes, en fait, puisque ce sont les OPJ de l'ADNIF qui, au mois de février, m'ont fait part de la présence du dossier durant une longue période dans mon ancien service. Puis, petit à petit, est émergé le nom de M. Mangier et enfin celui de M. Richard au fil des auditions de la présente commission. Autre question, mes chers collègues? Bon, monsieur le rapporteur a des questions complémentaires? Personne? Merci beaucoup. Une question. Oui, Monsieur Richard, moi j'ai une dernière question à vous poser. Dans le fameux enregistrement que l'aviseur avait écouté, d'après déclaration de M. Gonel, figure explicitement le nom de la banque, c'est-à-dire UBS. D'après vos souvenirs, votre collègue, M. Mangier, vous avez parlé du nom d'une banque? Vous dites de mon souvenir, ça remonte à 12 ans, je n'ai pas souvenance. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, mais honnêtement, je pense que non. Je pense qu'on me prête une assez bonne mémoire, je pense que non. Mais ceci dit, peut-être qu'il connaissait le nom de la banque, mais qu'il ne l'a pas cité comme tel, parce que ça n'avait pas une importance à ce moment-là du dossier. Et est-ce que vous avez eu des contacts avec M. Garnier? Absolument pas. Donc M. Garnier, je le connaissais, je dirais, de réputation entre guillemets, puisque par la presse syndicale que je consultais régulièrement, j'avais appris les mêlées qu'il avait avec sa propre hiérarchie. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Physiquement, je ne connaissais pas, sinon depuis la dernière émission de télévision. Mais non, je n'ai jamais eu de relation avec lui et je ne le connaissais pas personnellement.
Et Monsieur Mangier non plus, à votre connaissance? Non, je ne crois pas. Monsieur André? Tout comme Monsieur Richard, je n'ai jamais rencontré Monsieur Garnier. Par contre, tout comme lui, j'ai eu vent, quand j'étais à Bordeaux, du différend qui l'opposait à sa hiérarchie concernant les suites d'un contrôle fiscal, mais sans savoir à l'époque lequel. Vous ne connaissiez pas le contenu? Je ne connaissais pas le contenu, non. Et Monsieur Habert? Même réponse, sauf que je suis arrivé en 2003 et on en parlait encore des démêlés de M. Garnier avec sa hiérarchie, mais au-delà de ça, non, j'ai jamais rencontré ce monsieur et je ne le connaissais pas. D'accord. Vous n'étiez pas au courant des contentieux devant les tribunaux et en particulier devant le tribunal administratif de Bordeaux. Enfin, il y a eu 15 contentieux, je crois. Enfin, bon, énormément. Donc, vous ne connaissiez pas du tout le contenu de ce qu'il y avait dans le dossier. Non, et puis, très franchement, je ne me suis pas intéressé. On savait qu'il y avait un souci entre ce monsieur et sa hiérarchie fiscale, mais sans aller jusqu'à essayer de savoir ce qu'il y avait comme contenu. D'accord. Madame Untermaier. Simplement, dans la suite de votre question, Monsieur le Président, si vous le permettez, le nom de Monsieur Cahuzac dans le contentieux qui opposait Monsieur Garnier à sa hiérarchie, était-il venu jusqu'à vous? J'en ai pas le souvenir, très franchement. Hein. Ça me dit rien à l'époque. Hein. Mais comme l'a dit tout à l'heure M. Richard, c'est sans faire outrage à M. Cahuzac, mais à l'époque, c'était un illustre inconnu. Vous savez, c'était un député parmi tant d'autres. S'il fallait connaître le nom des futurs ministres du budget 10 ans avant, ce serait facile, mais ce n'est pas le cas. Bien, s'il n'y a plus aucune question, mes chers collègues, merci à vous trois d'être venus jusqu'à nous et bonne fin d'après-midi.